Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Chez Anne Caron, le café coule dans les veines. Aujourd'hui à la tête de l'entreprise familiale, la brûlerie Caron, Anne est issue d'une lignée de torréfacteurs. Comme son père avant elle, elle a d'ailleurs été élue meilleure torréfactrice de France, devenant la première femme à obtenir ce titre. Précurseur, elle l'est aussi dans ses engagements. Si elle a à cœur de proposer le meilleur café possible, le fameux blend Caron est une référence en la matière, elle met tout en œuvre pour respecter le travail des producteurs et leurs terres. Son métier, faire le lien pour nous amateurs de café entre ce produit du bout du monde et notre quotidien. Mais comment faire face aux géants du secteur ? Comment trouver sa place dans une entreprise familiale ? Comment concilier préoccupations environnementales et attentes de consommateurs de plus en plus tournés vers les circuits courts ? Autant de questions auxquelles Anne répond dans cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Anne Caron dans Girls in Food. Bonjour Anne Caron. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je suis Anne Caron, je dirige la brûlerie Caron et je suis meilleure torréfactrice de France. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Alors mes parents adoraient cuisiner, adoraient recevoir. Donc j'ai des souvenirs de samedi, parce qu'on recevait souvent le samedi soir, avec mes parents dans la cuisine et moi, mon frère et moi en train de participer aux activités culinaires pour pouvoir recevoir. Ah, super. Et est-ce que vous vous souvenez d'un plat du dimanche particulier ou d'un plat de fête dans votre famille ? Oh, je dirais que tous les plats traditionnels, surtout les plats en cocotte, un plat en particulier, non pas spécialement, mais un bon bœuf bourguignon certainement, oui. Ça faisait partie des classiques. Oui, et puis non, un plat beaucoup plus particulier, c'était les crêpes, puisque mon père a commencé en vendant des crêpes. Ah. Et pendant mes premières années, avant de se lancer dans le café, il était crêpier et j'étais nourrie à la crêpe. Des bonnes habitudes. Exactement. Et je garde cette habitude dans l'entreprise. D'ailleurs, j'anime souvent. Alors, j'ai récupéré les crêpières de mon père, mais j'ai pas le tour de main puisque il m'a transmis la recette. J'ai la recette. J'ai pas le tour de main, mais je me dis à force, je vais y arriver. Donc, tous les ans, je fais des crêpes pour tout le monde, qui ressemblent pas à des crêpes, mais elles sont très bonnes. Et toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver ? Je pense que je suis d'une nature extrêmement curieuse, dont tous les métiers me faisaient rêver. Et je pourrais même pas en citer un. J'ai eu toutes les envies que tous les enfants peuvent avoir, entre médecin, pompier, policier, tout, vétérinaire, tout, Vous avez coché toutes les cases. Tout, agriculteur, agricultrice, je voulais élever des vaches, j'avais des araignées, tout est possible. Et quel a été votre tout premier métier ? Celui qui vous a valu votre premier chèque Mon premier chèque, j'étais commerciale. D'accord. Et je vendais des champignons. Ok. Donc déjà dans le secteur de la gastronomie. Voilà. Alors j'avais fait des études de biologie et mon premier poste, c'était dans une champignonnière et je vendais des champignons au restaurant. D'accord. Justement, on va pouvoir passer à vos études. Donc vous l'avez dit, vous avez fait des études de biologie. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous avez commencé, quand vous avez choisi cette orientation J'ai surtout choisi une filière scientifique parce que j'adorais les sciences, et notamment les sciences de la nature. Et ce que je voulais faire, j'ai fait ce qu'on appelle de la biologie des organismes et des populations, ce qu'on appelle maintenant de l'écologie. Voilà. D'accord. Et je me suis orientée sur le domaine du végétal. Donc j'ai été le plus loin possible dans cette voie. Donc je me suis arrêtée à la 5e année de mes études au bac plus 5. Mais si j'avais pu faire 10 ans, je suis une éternelle étudiante. J'aurais fait 10 ans. Après j'ai fait des études au CNAM. J'adore apprendre. Donc on le sait, votre nom résonne, est associé au monde du café.
Vous êtes né dans une famille qui est devenue une famille de torréfacteurs. Après les crêpes, oui. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette saga familiale qui a commencé, je crois, dans les années 70? Tout à fait. Mes parents voulaient être leur propre patron et monter leur société. Donc mon père a commencé par faire des crêpes. Et très vite, dès qu'il a pu, s'est réorienté dans le monde du café, puisque l'un de ses premiers métiers, avant d'être à son compte en vendant des crêpes, il était garçon de café. D'accord. Et il était surtout originaire de Duclerc, qui est entre Le Havre et Rouen, et le monde du café en France commence au Havre. Les cafés arrivent au Havre. Donc il était très proche, et les Havrais sont des très grands connaisseurs de café. Il y avait plus de 50 brûleries au Havre dans les années 50, et surtout il y avait tous les importateurs. Il faut savoir que même la bourse du café, c'était au Havre avant-guerre. Donc c'était the place to be, c'était la place du café, et les Havrais sont encore des très grands connaisseurs de café. Et du coup, il avait beaucoup de connaissances dans le monde du café, et quand il était petit à Duclerc, il y a la Seine qui passe, et il voyait toutes les péniches passer. Donc le monde du café l'emportait. Et quand il a pu, en fait, après cette aventure de crêpier, il s'est lancé dans le monde du café pour proposer du café en entreprise. Et il s'est dit, je ferai qu'un seul café, et le meilleur. Donc avec de l'ambition, donc. Oui, mon père était quelqu'un d'extrêmement perfectionniste. Donc pendant toute une partie de sa vie, il a été à la recherche de la tasse parfaite. Il s'est dit, je ne ferai qu'un seul café, je proposerai pas comme tous les autres torréfacteurs plusieurs cafés, parce qu'ils en font tous un bon et des moins bons, parce qu'ils doivent être moins chers. Moi, j'en ferai qu'un seul et le meilleur. Et il voulait trouver cette tasse qui soit en même temps avec une pointe d'acidité, sucrée, ronde, avec tous ces arômes qui se mélangent. En fait, l'assemblage, quand on fait un assemblage, quand on assemble des cafés, les goûts doivent se sublimer. Et tout ce savoir-faire, il l'a acquis et il a créé le goût du café 40. Donc c'est un goût qui évolue au fil des années, et son positionnement, c'était un peu comme une maison de champagne en disant, je crée un goût. Oui. Et tous les ans, je repropose ce goût. Donc, je trouve que le parallèle est intéressant. Voilà, en 40 ans, le goût, bien sûr, il a évolué. Si on prenait un café Caron d'il y a une trentaine d'années, on ne serait plus du tout sur les mêmes notes, mais ça change progressivement. Donc, votre père crée ce fameux goût du café Caron. Il devient même meilleur torréfacteur de France. Signe aussi de la reconnaissance de ses pairs. Vous, à quel moment est-ce que l'envie de rejoindre l'entreprise familiale vous a titillé? Plutôt tardivement, en fait. Je me suis toujours intéressée au monde du café, puisque de par mes études, je m'intéressais non seulement à la culture, mais aussi à la transformation des produits, et je trouvais ça assez fascinant. Mais je le voyais plutôt comme un loisir et un hobby, et puis quelque chose que je suivais de loin. Et un jour, j'ai mis un pied dans l'entreprise, sur la partie commerce, pour faire un remplacement, et puis en fait, ça ne m'a plus jamais quittée. Je suis restée, j'ai trouvé l'aventure entrepreneuriale aussi passionnante, et le fait de pouvoir créer quelque chose, que ce soit de la création au niveau du produit, mais aussi au niveau du service, le fait d'être en relation directe avec les consommateurs, avec les clients, de retrouver cette satisfaction, j'ai trouvé ça génial, et surtout la transmettre aux équipes. Oui, bien sûr. C'est véhiculer un état d'esprit, des valeurs, faire connaître le produit, et j'ai trouvé ça assez génial, et puis je suis restée. Donc là, on est en 2005, je crois, quand vous rejoignez l'entreprise. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur un aspect assez pratique, c'est comment est-ce que on fabrique du café? Comment est-ce qu'on transforme la plante en une tasse de boisson fumante? Il y a plusieurs grandes étapes. Je dirais, c'est même une filière, parce que le café passe de main en main et d'expert en expert. C'est un assemblage, c'est un monde de savoir-faire. La plus grosse partie, ça se passe en pays producteur, puisque à l'origine, vous savez certainement que les cafés viennent d'Éthiopie, mais le caféier est un arbuste qui pousse à l'état naturel dans les forêts d'Éthiopie. Et le caféier a un fruit, c'est une cerise, ça ressemble à une petite cerise d'ailleurs, rouge, et chaque cerise contient 2 grains de café vert. Donc la première étape, c'est comme tous les métiers
d'agriculture, c'est des métiers qui sont profondément liés à la terre, et c'est savoir faire pousser dans les meilleures conditions ces caféiers. Après, on a les étapes de récolte, car seules les cerises parfaitement mûres vont donner les meilleurs cafés. Et il y a ce qu'on appelle le process. C'est une fois que ces cerises ont été cueillies, c'est tout ce qui se passe là où on va séparer le fruit du grain. Il y a plusieurs méthodes. Et ces méthodes vont donner des goûts différents. La méthode la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la voie sèche. On fait sécher la cerise tout naturellement sur des grandes étendues. Et au bout de 3 semaines, la chair s'est rétractée autour des grains de café et on obtient du café coque. Donc ça va donner des cafés qui sont nature. La deuxième grande méthode, c'est ce qu'on appelle la voie humide. Ça va donner des cafés lavés. Tout de suite après cueillette, donc les quelques heures qui suivent la cueillette, on écrase la cerise, ce qui fait sortir les 2 grains de café entourés d'un peu de mucilage. Il y a une étape de nettoyage, c'est-à-dire qu'on les met, ces cerises, dans les grains de café entourés de mucilage dans des grands bassins. On appelle ça de la fermentation, mais c'est plutôt une digestion enzymatique, ça dure 24 heures. Et après, on fait sécher ce café, ce qu'on appelle le café parche, parce qu'on a le grain de café qui est encore entouré d'une petite pellicule qu'on appelle la parche pendant 15 jours. Et après, on n'a plus qu'à déparcher le café. Donc, c'est 2 grandes méthodes qui vont donner des goûts différents parce que successivement, il y a des réactions, principalement des réactions de fermentation qui ont lieu et qui sont différentes et qui vont apporter le goût à la tasse finale, qui vont donner tous les précurseurs de goût. Une fois que ça a été fait, on obtient le café vert. Donc là, moi, j'interviens. Parce que là, c'est là que vous prenez le relais. Je prends le relais parce que mon métier, ça va être d'aller sélectionner ces meilleurs cafés. Les meilleurs cafés du monde, mais c'est quelque chose qui est assez passionnant. Et une fois qu'on a trouvé ces cafés où il y a eu tellement de travail avant, parce qu'il faut s'imaginer tout le travail de la cueillette, le process, toutes les étapes de tri. Souvent, toutes les mauvaises fèves sont écartées au fur et à mesure. C'est trié souvent à la main par des dizaines et des dizaines de personnes qui sont autour d'étendues de café. Donc il y a un travail énorme et c'est une responsabilité que d'être un peu le passeur du café vert jusqu'au café torréfié, puisqu'on porte ça. On a un potentiel et ce potentiel doit s'exprimer. Donc la torréfaction, c'est très simple, c'est une cuisson. Mais comme toute cuisson, ça peut il faut savoir ce qui se passe dans le grain, on peut la rater, donc on va chercher à laisser le grain s'exprimer, les goûts s'exprimer. Donc le café vert, il est plutôt assez dur, petit, inodore, il sent un peu la chlorophylle, une odeur verte d'ailleurs. Et on va faire cuire ce grain dans un torréfacteur. Et c'est ce qu'on appelle une torréfaction qui est lente, elle dure 15 à 20 minutes. Et tout le potentiel s'exprime. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle une phase de séchage. Le café va perdre son eau. Et au bout d'un moment, il y a toutes les réactions de cuisson qui s'enchaînent. La réaction de Maillard, la pyrolyse, toutes ces réactions, on a exactement les mêmes en pâtisserie quand on fait cuire un caramel. Et tout ça, à partir des précurseurs qui ont été développés pendant ces phases de séchage avant, et ça va donner des goûts différents. Et moi, en tant que torréfactrice, je vais apporter une signature. C'est qu'au cours de ces différentes phases, à différents degrés et en fonction des précurseurs qui sont disponibles, je vais avoir une phase où je vais développer des sucres, d'autres où je vais développer l'acidité, la vivacité. Donc il faut essayer de comprendre et se mettre à la place du grain qui est en train de cuire et comprendre ce qui se passe pour anticiper, aller chercher ces phases de cuisson, et ça se joue en quelques minutes en fait, ce qu'on appelle le développement aromatique, ça se joue en quelques minutes, il faut comprendre ce qui se passe. Et là, il y a un moment, on décide et on ressent que le café, il faut le sortir, il faut arrêter la cuisson. Là, on se le déverse dans un refroidisseur, ça sent très très bon, et on entend le café crépiter un peu comme du popcorn parce que les grains qui ont gonflé pendant la cuisson finissent d'éclater. Et on entend ça cuit et puis ça refroidit. Et il y a toujours ce moment où on a un doute, parce que le café, quand il refroidit, il change un peu de couleur. Il s'éclaircit. C'est jusqu'au moment où donc la phase, donc c'est comme une cuisson de caramel, il faut arrêter la réaction le plus vite possible pour pas que ça continue à cuire par inertie. Exactement. Donc ça refroidit, et une fois qu'on peut toucher le café, je le goûte, je le croque, et là je sais si je suis dans l'intention que je voulais dégager ou pas. Et c'est un peu comme si on se jetait du vide, quoi. Il y a toujours cette petite pointe de stress et de surprise aussi. C'est, en fait, puisqu'on ne peut pas savoir la couleur définitive tant que le café n'a pas refroidi. Donc, au moment où on le sort, on peut avoir tous les indicateurs du monde, la couleur, on peut pas travailler au colorimètre, on n'est pas en temps réel, donc il faut qu'elle travaille à l'œil. En fonction de la lumière, on peut avoir des
de la saison, de la lumière, de là où on est dans la pièce. Hein, ça peut être trompeur. Ça peut être complètement différent. En fonction de la température extérieure, on peut pas... il y a un moment, il y a un ressenti. Et quand on sort le café, c'est pas la couleur définitive. Donc on sait pas comment il va évoluer. Et on sait pas, quand il a une belle couleur, tout dépend ce qui s'est passé pendant la cuisson et la vitesse à laquelle la chaleur a pénétré dans le grain et puis a permis de ces successions de réactions de cuisson. En fait, en fonction de cette vitesse-là, on n'a pas forcément le même goût, même si la couleur est la même. Donc c'est passionnant, c'est passionnant. Oui. Mais ça demande, on le sent aussi, une expertise très forte et aussi une intuition, un feeling. Il y a un feeling, il y a une intuition et puis c'est un peu de la prédiction. C'est que il y a beaucoup d'inertie dans la cuisson. Donc là, le grain de café, ça résiste à la chaleur. Donc c'est comme un morceau de bois. Avant que la chaleur rentre, c'est un isolant. Donc il se passe du temps, puis d'un seul coup ça rentre. C'est-à-dire que l'eau s'est d'abord évaporée. Ça y est, la chaleur rentre. Là, ça s'accélère. Et on est toujours, en fait, on joue degré par degré avec l'élément qui nous permet. Il y a 2-3 éléments qui nous permettent de contrôler la chaleur dans le tambour, puisque on appelle ça un tambour. C'est c'est le gaz, c'est l'ouverture du gaz, c'est la circulation de l'air et c'est la rotation du tambour. Et tout ça va nous permettre de comprendre comment la chaleur va pénétrer dans le grain, et puis mais il faut anticiper parce qu'il y a une inertie. Donc il faut toujours avoir 2-3 minutes d'avance pour savoir, pour dire tiens là ça va aller trop vite dans 3 minutes ou ça va aller trop lentement, j'arrive sur tel point, donc là ça veut dire que la chaleur va pénétrer plus facilement ou je vais avoir un pic. Et ça faut... Alors il y a beaucoup d'empirisme. C'est très très intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a eu énormément de recherches sur ce qui se passe pendant la cuisson d'une façon générale. On s'est beaucoup rapproché aussi du monde des cuisiniers et de la pâtisserie notamment. De la gastronomie, et on comprend physiquement et chimiquement ce qu'on faisait par mimétisme avant. D'accord, Voilà. Donc ça me fait penser aussi au travail d'un boulanger qui quelque part sent la pâte, qui évolue. J'ai eu la chance de rencontrer Apollonia Poilane. On a beaucoup échangé sur la cuisson. Et d'ailleurs, c'est amusant puisque c'est son père aussi qui lui a transmis cette passion. Donc, c'est vrai qu'il y a des fortes similitudes dans les parcours. La pâte est quelque chose de vivant, comme le café, c'est quelque chose de vivant. Donc c'est assez, donc il y a de fortes similitudes effectivement. J'aimerais bien qu'on revienne sur un aspect du café. C'est que pendant longtemps, on buvait du café, mais en fait c'était un produit, c'était le café. Personne ne savait vraiment d'où il venait, ce qu'on buvait vraiment, et on prêtait pas forcément très attention à la qualité. On voit que effectivement ces dernières années, ça a complètement changé. Les consommateurs font beaucoup plus attention parce que dans tous les autres domaines de la gastronomie, on est sensibilisé aux provenances, aux origines, à la manière dont sont produites les produits agricoles. Est-ce que quelle est votre analyse sur ça Alors il y a eu plusieurs phases parce que auparavant il y avait après-guerre, avant-guerre, il y avait beaucoup de torréfacteurs. Il n'y en avait pas autant que des boulangers, mais il y avait beaucoup de torréfacteurs dans les villages. C'est souvent des épiciers qui avaient aussi un torréfacteur dans leur boutique et qui torréfiaient le café. Pendant la guerre, il y a eu des restrictions sur le café. Il y avait plus de café disponible. Les gens sont orientés sur de la chicorée à cette époque-là. Après, il y a eu une relance de la consommation jusque dans les années 60. Et on a basculé dans un monde où le café industriel a pris le pas sur toutes ces petites torréfactions. Et le nombre de torréfactions diminuait jusqu'il y a une vingtaine d'années. Je dirais jusqu'à une dizaine d'années même, le monde, tous les ans, les gens qui partaient à la retraite n'étaient pas remplacés. Et c'était des gains, c'était des parts de marché qui étaient repris par l'industrie. Et les gens subissaient leur café. C'était aussi bien au titre personnel que dans des établissements quels qu'ils soient, du grand restaurant jusqu'au café du coin. Prenait un petit noir sans se demander ce qui se cachait derrière ce petit noir. Et il y a eu effectivement une prise de conscience début 2000. Je dirais un petit peu avant, on a senti un peu des prémices, mais début 2000, 2005, 2010, il y a eu une première prise de conscience sur déjà la distinction entre un café industriel et un café artisan ou traditionnel, donc de petits producteurs de café, de petits torréfacteurs.
Et là, on sent, il y a eu aussi un industriel qui est Nespresso, qui a apporté une autre vision du café, en positionnant le café comme un produit de luxe, en identifiant des goûts qui étaient différents, en identifiant des couleurs. Donc un produit de luxe, des couleurs, ça veut dire tiens, le café, il y a des goûts différents. Ah. Et là, on assiste à une explosion depuis une dizaine d'années avec la réouverture et la réimplantation de boutiques, mais qui se positionnent sur cet univers du café d'excellence, de grands crus, mais vraiment de grands crus, qui se positionnent sur le haut du panier pour apporter une expérience café. Et on parle beaucoup de café de spécialité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se cache derrière cette expression ? Alors, c'est vrai que avant, quand mon père a cherché à créer le meilleur café du monde, on parlait à l'époque de grands crus, d'arabica d'altitude. On savait qu'on était dans l'excellence, mais sans avoir une vraie preuve, parce que si on écoutait tous les industriels qui vendent leur café en paquet en briques, il y a toujours marqué goût généreux, grand cru, mais sans qu'il y ait de vraie législation derrière. Donc le café de spécialité, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 80, c'est un mot qu'on a commencé à entendre dans les années 80, mais qui a surtout pris son intensité à un moment dans les années 90 où les cours du café se sont effondrés. Et ça a été la volonté de distinguer dans cette chaîne du café, dans ce monde du café, les lots de très très grande qualité, mais sur des critères gustatifs, ce qu'on appelle du café de consommation de masse, du tout venant, pour pouvoir différencier ces lots pour tout au long de la chaîne, qui se différencient par leur qualité, la qualité, et pour que tout au long de la chaîne, on puisse les vendre plus cher. D'accord. Et qu'à la fin, ça soit reconnu par le consommateur. Donc il y a eu la création à la fois par l'Institut de la qualité du café, l'ICQ, un programme pour pouvoir évaluer cette qualité gustative qu'on a appelé le Q Programme. Et ça permet, en fait, par un protocole et par une analyse, de noter la qualité gustative sur une échelle de 0 à 100 sur des critères totalement objectifs. Et partout où on est dans le monde, on utilise cette grille de notation. D'accord. Et partout où on est dans le monde, que ce soit, on peut donner une note au café qui est globalement la même, à plus ou moins un point, quoi. Et au-dessus de 80%, on est dans cette catégorie qui s'appelle les cafés de spécialité. Et là, on sait que dans cette catégorie, on touche la crème de la crème du café, le meilleur du café, et ça représente que 6% de la production mondiale et que 2% des cafés qui sont importés en France. Une fois qu'on a identifié ça en bout de la chaîne, on peut le répercuter tout au long de la chaîne, ce qui fait que si on revient à la base, les lots de café de spécialité sont achetés plus cher aux producteurs. Ouais, et ce n'est pas seulement valorisé par un outil marketing. Voilà. Okay. C'est beaucoup plus clair. Tout à l'heure, vous avez évoqué le café dans les grands restaurants, qui, voilà, il y a quelques années, c'était pas du tout un sujet sur lequel les restaurateurs se penchaient. Aujourd'hui, les grands restaurants font très attention à la qualité de leur café. Est-ce que vous entretenez justement des relations avec des chefs, avec des pâtissiers, parce qu'on voit que même les pâtissiers se saisissent du sujet. Oui, alors j'ai eu, c'était l'une de mes grandes batailles, et j'en suis plutôt fière, puisque les pâtissiers notamment, ils allaient chercher tous les meilleurs ingrédients du monde, et pour le café, ils utilisaient un espèce d'extrait de café, le Trabli, qui était issu des pires cafés de la terre, et le torréfié de la pire façon. Et en fait, toute leur pâtisserie est utilisée avec cet extrait de café qui était fabriqué en France, il n'y a pas... et dont ils devaient masquer l'amertume et le vieux goût de pneu apporté par le Robusta par du sucre. Donc ça donne quelque chose qui est pas bon et très sucré. Et je me suis rapprochée, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs pâtissiers, de les sensibiliser au goût des cafés et notamment des grands arabicas, et qui puissent constater à quel point on pouvait associer les choses. Est-ce que ça devenait, en Éthiopie, ou qu'on pouvait infuser directement la crème, le grain dans la crème qu'on pouvait apporter, et du coup ça a changé leur vision du café, et ce virage a été pris par plein de chefs pâtissiers qui maintenant utilisent des grandes origines dans leur pâtisserie. Pour revenir aux chefs, effectivement, il y a une prise de conscience, mais qui est assez récente. Auparavant, je pense que
chef ne s'intéressait pas plus que ça au café. Il y a eu une période où un industriel a pris le pain et il nous proposait tous du café en capsule, ce que je trouvais intolérable. C'est un petit peu comme s'il m'avait proposé de la mayonnaise en tube, quoi. C'est du café en capsule quand on va dans un grand restaurant, c'est pas possible. C'est pas possible. Et depuis quelques années, notamment, Anne-Sophie Pic, a été l'une des pionnières en travaillant avec Hippolyte Courtrai, qui est un grand torréfacteur, et à mettre en avant le café, à scénariser le café, que ça soit, parce que un café à la fin d'un repas, c'est pas forcément que un expresso. Ça peut être, il y a plein d'autres façons de préparer le café. Et aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, on n'a plus ce café en capsule. Et surtout, on a une histoire, un terroir. On a quelque chose à raconter autour du café. Moi, je me souviens, l'une de mes pires expériences, c'était dans un restaurant à Strasbourg, renommé, qui pourtant servait un très bon café, qui était torréfié par l'un de mes collègues, et dont je sais qu'il sélectionne les meilleures origines. Et quand j'ai demandé qu'est-ce que vous me proposez comme café à la serveuse, elle m'a dit je suis pas là pour philosopher. Ah oui. Ça veut dire, ça veut dire, voilà, c'est peut-être ma pire expérience. Oui, je comprends. Donc oui, effectivement, les chefs s'intéressent au café, c'est une très très bonne nouvelle. En 2017, vous avez été élue meilleure torréfactrice de France. Vous êtes, je crois, la première femme à avoir obtenu ce titre. Qu'est-ce que ça représentait, ce concours, pour vous ? J'ai préparé ce concours et j'adore passer les concours parce que pour moi, je suis une éternelle étudiante et c'est une façon d'être sûre d'être au meilleur des connaissances. Parce que dans notre métier, dans tous les métiers, on a souvent tendance à s'endormir sur nos acquis et le monde du café change tellement vite, que ça soit au niveau de la recherche, que ça soit au niveau de la torréfaction, qu'il faut se tenir informé en permanence. Donc passer ce concours, c'était pour moi l'opportunité de me mettre à jour, d'être sûre que je sois dans le vrai, que je sois encore dans la meilleure façon de faire du café. Et donc comme j'aime bien aller jusqu'au bout, je suis un petit peu perfectionniste aussi, je dois l'avouer. La cerise sur le gâteau a été d'obtenir ce titre et j'étais très très fière. Mais c'est aussi parce que c'est très très important de se remettre tout le temps en question. On est face au monde du vivant et il faut se remettre en question et on n'est jamais sûr d'avoir les bonnes clés. Est-ce que vous envisageriez de passer d'autres concours ou... Ah mais oui. Oui, bien sûr. J'envisage de me représenter sur ce concours-là quand je le pourrais, puisque je n'ai pas pu me présenter pendant un certain nombre d'années, mais il y a d'autres concours sur lesquels je me présenterai, oui, bien sûr. Si on extrapole un petit peu à partir de votre expérience des concours, on constate qu'il y a très peu de femmes qui gagnent dans ces concours, il y a très peu de femmes d'ailleurs qui se présentent au concours de manière générale. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait changer la donne ? Qu'est-ce qui pourrait les encourager à se présenter ? Parce qu'il faut, en premier lieu, participer pour avoir une chance de gagner. Alors moi, je pousse les gens à se présenter. J'ai notamment une torréfactrice qui travaille avec moi au Havre qui s'est présentée cette année. C'est très lié à la confiance en soi et peut-être que quand on est dans ce monde qui est un monde d'hommes, on a un peu moins confiance en soi en disant c'est pas la peine d'y aller, mais on n'y va pas que pour gagner, on y va pour se confronter, on est surtout en compétition avec soi-même avant d'être en compétition avec les autres. Donc je dirais déjà il y a la féminité dans un monde qui est souvent dans un métier qui est souvent un métier d'homme. Donc aujourd'hui ma position c'est que le monde du café c'est aussi un métier qui est féminin. La seule raison pour laquelle c'est un métier d'homme, c'est parce que le sac de café c'est lourd. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de porter de la même façon, et c'est surtout un métier qui demande beaucoup de créativité et beaucoup d'humilité. Donc ce sont deux qualités que les femmes ont autant que les hommes, voire plus. Donc il faut qu'il y ait plus de femmes dans ce métier, et il faut que les femmes n'hésitent pas à se positionner sur les concours. Et d'ailleurs, je suis très fière que l'année d'après, en 2018, ça soit encore une femme qui était élue meilleure torréfactrice de France. C'est un vrai concours, c'est pas Miss France, c'est pas les votes. Et l'année d'après, c'était Daniela aussi, et donc encore une femme. Vous avez ouvert la voie. Et en 2019, il n'y a pas eu de concours.
2020, il n'y a pas eu de concours, et 2021, là, c'est un homme. Bon, on est à nouveau à parité. Et si on vient sur un autre aspect du café, donc par essence, c'est un produit agricole qui vient de loin pour des consommateurs français, voilà. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de locavorisme. Est-ce que vous anticipez des évolutions de consommation du café au regard de ces nouvelles préoccupations écologiques des consommateurs? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il faut aussi que le consommateur prenne conscience de la filière café. Et alors, on est dans du locavorisme, effectivement, et justement, le café doit pouvoir se mettre en avant par rapport à ces positions-là, puisque outre le fait que le café soit cultivé dans une ceinture équatoriale, donc à quelques exceptions, on a quand même du café français, c'est quand même assez loin. Il y a quelque chose qui peut être très vertueux dans la culture du café. Et aujourd'hui, on voit que dans le transport émerge du transport à la voile. Donc, le café, par sa méthode de culture, peut être quelque chose qui va contribuer à fixer le carbone, puisque c'est dans des bonnes pratiques, bien sûr, parce que on peut parler de café de forêt, c'est du café qui pousse dans la forêt, mais des plantations sous ombrage, on va replanter des arbres pour permettre aux caféiers de pousser dans des bonnes pratiques. Et aujourd'hui s'inscrit, et c'est tout nouveau puisqu'il y a plusieurs compagnies plusieurs fous, je dirais, qui se sont positionnés sur le transport à la voile, notamment sur le café, dont une société qui s'appelle Toth, qui a fait ses deux premiers transports. Et je pense que c'est vraiment une voie d'avenir. Okay. Donc effectivement, il y a le côté locavore, mais le côté locavore peut s'inscrire sur une transformation du produit à côté de chez soi. Et là, ça a tout son sens, puisqu'il faut regarder le produit café comme un produit frais. Donc plus il est torréfié près de chez soi, plus on a l'assurance d'avoir un produit frais, mais en même temps, on peut avoir une décarbonation de la chaîne et notamment du transport. Donc vous, ce sont des sujets que vous avez forcément à l'esprit. Bien sûr, et des sujets extrêmement intéressants sur lesquels on peut encore améliorer les choses. Et sur l'impact écologique de la culture du café, je sais que vous êtes très impliqué justement sur l'aspect développement durable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les actions que vous avez mises en place pour préserver les cultures traditionnelles? Alors, il faut savoir que le café, c'est un produit agricole, et comme tout produit agricole, vous avez plusieurs façons de le produire. Et j'ai eu un choc quand je suis allée, ça m'a sidérée quand je suis allée en Éthiopie pour la première fois, et j'ai vu le café qui était encore produit comme ça l'était des siècles avant, puisque le café était cultivé de façon traditionnelle en Éthiopie pendant des années, et voir ce café qui poussait dans les forêts, ce qu'on appelle le café de forêt. Et comme tout produit agricole, vous pouvez avoir différentes façons de produire et de faire grandir ces caféiers en respectant plus ou moins l'environnement qui est autour. Alors ce qui est intéressant, et on se rapproche beaucoup de filières, c'est plus on se rapproche de quelque chose qui est naturel, plus on respecte le terroir, plus on a des bonnes pratiques, moins on a d'impact sur l'environnement, voire au contraire, justement, je parlais de ces plantations sous ombrage où on replante des arbres, à l'opposition de l'agriculture intensive où on est sur des grandes étendues ensoleillées où le café voit pas un arbre. Donc on a exactement les pratiques agricoles sont aussi semblable que pour tout autre produit. Vous avez des produits de qualité qui peuvent être cultivés en préservant l'environnement et des pratiques de récolte intensive qui vont concerner des cafés plus de typologie industrielle. Voilà. Et pour se rendre compte de ça, il faut forcément aller sur place. On s'en rend compte d'autant plus quand on est sur place, mais aujourd'hui, beaucoup de torréfacteurs communiquent sur ces éléments. La façon dont le café est cultivé. Et je pense qu'il faut faire confiance à son torréfacteur et parler à son torréfacteur. Vous nous avez dit tout à l'heure que votre père avait eu envie de créer le meilleur café du monde avec un blend de la maison Caron. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui, vous qui êtes maintenant à la tête de l'entreprise, est-ce que vous poursuivez dans cette voie? Comment est-ce que vous avez mis votre patte aussi Alors j'ai continué sur cette lancée en continuant à rechercher l'excellence sur ce café qui est le café Caron. Il y avait deux préceptes qui étaient très importants, c'est que ça soit le meilleur café et à un prix abordable. Donc à rester, mon père ne voulait pas qu'on soit dans l'élitisme. Il voulait qu'on soit
qu'on soit dans un prix qui soit abordable pour tout le monde. Et il s'est dit, c'est possible que si on se focalise que sur un seul café. Parce que justement, le fait de pas être obligé de changer tout le temps d'outils de café, ça permet de se focaliser, d'avoir moins de frais de production et de proposer l'excellence, en fait, le meilleur café à un prix qui est abordable. Et moi, j'ai continué sur cette lignée. J'ai continué à renforcer les liens avec les producteurs. J'ai continué à soutenir les producteurs, m'assurer qu'on achetait le café au meilleur prix pour qu'ils puissent vivre décemment. Ça, c'est une empreinte aussi que j'ai pu apporter. J'ai cherché à travailler avec des cafés encore meilleurs, donc toujours sur cette recherche de l'excellence, et à chaque fois que je le peux, et surtout à chaque fois qu'il y a des événements particuliers comme on a aujourd'hui, on pourrait se poser des questions, puisque là, depuis quelques mois, les cours du café ont flambé, et je me dis, mais c'est encore le moment d'aller encore plus loin, parce qu'il faut, dans ces périodes où les cafés flambent, on pourrait se dire, est-ce qu'on va dégrader nos qualités pour que ça reste... Pour maintenir le prix ou... Non, au contraire, il faut qu'on soit dans nos convictions, et il faut aller toujours vers l'excellence, parce que c'est qu'il y a que l'excellence qui fonctionne. Parce que le reste, on peut toujours, je peux pas mettre moins de café dans le café, je peux pas mettre de cailloux non plus, et il est hors de question que je dégrade les qualités. Donc ça, j'ai continué, et j'ai voulu aussi faire partager d'autres origines. Donc sur la boutique, on a ouvert cette boutique en 2015. Mon père était encore a participé, était encore là, donc il a participé. On est rue Notre-Dame de Nazareth, je précise pour les auditeurs. Donc et là on propose, alors j'ai dérogé un petit peu à la règle, on propose quelques autres cafés quand même que j'ai choisi avec soin, quelques autres assemblages, parce que j'aime beaucoup l'art de l'assemblage, donc qui sont exclusifs sur la boutique ou sur notre boutique en ligne, mais 90% de notre torréfaction, c'est le café Caron. D'ailleurs, mon père disait, c'est Caron le café, parce qu'il n'y a qu'un seul café. J'aimerais bien rebondir aussi sur un point que vous avez abordé tout à l'heure, sur les circuits de distribution. Vous nous avez parlé bien sûr des capsules qui sont vendues en grande surface ou dans des boutiques dédiées de grandes marques. Vous-même, vous êtes présent en grande distribution. Comment est-ce que on continue à avoir cette exigence de qualité tout en passant à une autre échelle? Comment est-ce qu'on jongle avec les deux? Est-ce que ça a été facile comme cap? Non, sur la question d'échelle, on est encore très très loin des industriels. On a encore un peu de marge, beaucoup de marge. On est vraiment sur un rapport de 1 à 1000. Donc, c'est-à-dire même en grandissant, on reste encore tout petit par rapport à un industriel. L'idée, c'est de proposer, je suppose, au plus grand nombre un café d'une qualité qu'ils ne pourraient pas trouver au supermarché habituellement. Mais surtout toujours le même café en fait. Et ça, c'est juste une histoire de valeur. C'est qu'aujourd'hui, on a commencé à avoir quelques implantations dans la grande distribution. Au début, j'étais très 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 réticente à y aller. Et finalement, on est très bien accueillis, très bien positionnés. Parce que je pense aussi que ce monde de la grande distribution cherche à travailler avec des marques locales comme nous. Par contre, il y a une règle auquel il faut pas déroger, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur un café qui a augmenté, il faut que j'augmente proportionnellement. Alors, je dirais même pas proportionnellement, c'est juste en valeur absolue, je dois répercuter cette hausse, sinon je suis obligée de dégrader. Et il est hors de question que je dégrade ma qualité de café, donc il a fallu que je discute avec les acheteurs de la grande distribution en disant, mais je ne peux pas, sinon je fais pas. Je ne fais pas, je peux pas c'est dans mon café, il y a que du café, le café, il a pris 3 € du kilo, je dois répercuter ça, juste en valeur absolue, je pars pas d'augmenter, on n'augmente pas des marges, d'ailleurs, je vais même absorber une partie de cette augmentation, je peux pas plus, parce que sinon, je mets en péril la société, je mets en péril les emplois, et je peux pas mettre des cailloux dans mon café, je peux pas c'est pas possible. Et, il faut juste être entendu. Alors c'est vrai que je parle avec beaucoup de conviction. Tout à fait. C'est ce qui dégage de cette interview. J'ai été entendue. Je comprends aussi leurs contraintes puisque ils sont dans un marché, mais on peut pas, parce que si on touche à quelque chose, il faut pas y aller. On peut pas dégrader la qualité. Je peux pas dire au producteur que je vais acheter le café moins cher. Non. Je peux pas rompre mes engagements. Oui, bien sûr. C'est pas possible. Donc si je n'avais pas été écouté, je me serais retirée. Oui, c'est ça, c'est à vos conditions. Je dirais pas c'est à mes conditions, ça serait très prétentieux. Mais c'est pas le cas, c'est pas un rapport de force, c'est eux qui ont le rapport de force. Mais moi je peux pas déroger, je peux pas.
Ouais. C'est pas possible. Je peux pas trahir le consommateur, je peux pas trahir les producteurs. J'ai la responsabilité de la filière, moi, quand je torréfie un café d'excellence. Donc, je peux pas galvauder le message que je porte depuis des années en disant je vais faire un super café, ça va rémunérer justement les producteurs, je vais faire connaître ce super café. Et ça fait des années que j'essaie de prêcher la bonne parole auprès des consommateurs et que finalement mon café a trouvé son public. Et je peux pas leur dire finalement je vais vous faire un peu moins bon, vous comprenez, comme ça sera un peu moins cher. Oui. Et puis je vais payer mes producteurs un peu moins cher, comme ça vous voyez, ça sera un peu moins cher pour tout le monde. Non, c'est pas possible. On est sur une augmentation au kilo qui peut paraître importante, mais à la tasse, on est à 4-5 centimes, vous buvez 2 cafés par jour, 10 centimes par jour, c'est beaucoup pour certaines personnes, c'est clair. Ouais. Mais après ça fait partie, c'est un ensemble. Mais je trouve intéressant dans votre expérience de se dire que on peut avoir une marque artisanale et qui travaille de manière vertueuse et malgré tout à trouver sa place dans des réseaux de distribution comme ça. Oui, et je pense qu'il faut le prendre comme tel, c'est que l'AGD, c'est une mise à disposition d'un espace pour distribuer. Et on en fait ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on va être dans un espace que le café va se vendre si on n'a rien créé derrière. Oui, bien sûr. Ça marche pas comme par magie. On fait pas partie des 3 gros industriels qui communiquent, qui sont des très 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 bons communicants. Oui. Ouais, je peux pas me payer Georges Clooney, c'est clair. Ni Brad Pitt. Mais votre café parle de lui-même. Exactement. Mais après c'est la qualité du produit qui va faire qu'il va se vendre, parce qu'une fois que les gens y ont goûté, ils y reviennent. Et moi, je remercie ces gens de m'avoir laissé à disposition cet espace pour pouvoir partager mon café. Maintenant, ça ne tient qu'à moi que ça fonctionne. Oui. Anne, si on fait un peu le bilan de votre expérience, est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'être une femme, ça a une incidence sur votre parcours professionnel ? Oui, certainement, parce que peut-être que quand on naît femme dans les années 70, notre place était moins assurée au soleil. Donc je pense que à la base, il faut plus se battre, avoir plus d'humilité, se remettre en question, se remettre en question tout le temps. Donc cette humilité fait qu'on est toujours dans la quête d'excellence. Et peut-être que ça joue certainement. Ça joue certainement, oui. Et est-ce que vous avez l'impression que justement, dans le milieu de la gastronomie, la place des femmes évolue ? On voit de plus en plus de femmes, c'est-à-dire le milieu de la gastronomie, la cuisine, qui étaient des métiers qui étaient extrêmement masculins. On parle de brigade, on voit que maintenant il y a une sensibilité. D'ailleurs, le métier doit bouger et évolue puisqu'on voit la crise des carrières qui se joue. Donc il faut que ça joue. Ouais. Il n'y a plus le choix. Ouais, on peut plus être dans le même monde. Et il y a de plus en plus de femmes chefs. Quand on leur laisse la place, alors il y en a qui se sont battues beaucoup pour arriver là. Mais avant, on ne laissait pas non plus la place à la femme dans les cuisines. Donc, tout à fait. Voilà. Alors ce monde change et tant mieux. Et dans le milieu de la torréfaction, est-ce que vous voyez émerger une génération de torréfactrices? Oui. On parle beaucoup, on a parlé en fait en aparté de cette interview de toutes ces reconversions, des gens qui viennent au métier de torréfacteur après une première carrière ou voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Depuis le confinement, je pense que ça a suscité beaucoup de questionnements, cette période d'inactivité de certaines personnes, et justement on voit que beaucoup de gens se sont orientés et se posent des questions et cherchent à aller vers ces métiers du café. Depuis 2-3 ans, il y a beaucoup d'implantations et la question du genre ne se pose plus. On voit autant d'hommes que de femmes arriver. Et pour vous, il y a de la place pour hommes ou femmes confondus, bien sûr, mais pour ces nouveaux torréfacteurs... 90% du marché en France, du marché du café, c'est 3 industriels. Oui, donc il y a de la place. Donc si vous voulez, même si eux perdent encore quelques miettes, même s'ils perdent encore 10% du marché, s'ils perdent 10% du marché, ça sera pas une catastrophe pour eux, mais on sera encore plus à en vivre. Voilà. Donc on a aujourd'hui à peu près 1000 torréfacteurs. Si demain on passe à 20% du marché, on sera peut-être 2000. Il y a encore de la place. Entre nous, on va capter ce public qui va chercher des cafés de très grande qualité, mais il reste encore 90% de la part de marché qui est pris par des industriels, et je dirais même par 3 industriels seulement. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà. Donc, il y a de la place. Il y a de la place pour
Et est-ce que vous auriez un conseil à donner aux auditeurs qui vous écoutent et qui seront, j'en suis sûre, inspirés par votre parcours entrepreneurial, par vos convictions qui ressortent vraiment énormément de ce que vous dites? Alors je dirais le premier conseil, et ça si je me place sous l'angle de mon métier et du métier du café, c'est de se questionner, quand on boit un café, et de questionner quand on s'adresse à un professionnel, mais vous me proposez un café, mais qu'est-ce que c'est comme café? Donc s'intéresser à ce qu'il y a derrière ce petit noir. Et pour l'aventure entrepreneuriale, j'encouragerais à tous ceux qui en rêvent de le faire. On peut pas vivre avec des regrets. Donc, ne faites pas d'erreur en se lançant. On apprendra forcément quelque chose. Anne, avant de conclure cette interview, j'aimerais vous demander s'il y a des femmes qui vous inspirent, qui vous ont inspiré dans votre parcours, dans votre vie. Est-ce qu'il y a des grandes figures peut-être, ou même des femmes du quotidien? Alors je suis issue d'une lignée de femmes de très fort caractère. Ma mère était quelqu'un de très très fort caractère. Ma mère et ma tante, donc c'est les deux sœurs. Avec mes cousines, on les appelait les Robineaux parce que femmes extrêmement brillantes, très intelligentes et qui n'ont jamais voulu être commandées, donc qui ont toujours dirigé. Leur mari aussi d'ailleurs. Donc c'était deux femmes extrêmement inspirantes. L'une était scientifique et l'autre très très littéraire. Donc oui, quand on est dans une lignée comme ça, on est déjà j'avais quand même de la matière. Après d'autres femmes, il y en a eu plusieurs. Je parle de Simone Veil, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, beaucoup ému, et par la personne qu'elle était, son vécu, son intelligence et sa façon dont elle a su imposer la femme. Et on doit être reconnaissant, toute reconnaissante. Enfin, et surtout, faut jamais revenir en arrière. Et ça va tellement vite. Ouais. Donc, aujourd'hui, la place qu'on a gagnée, on doit aller vers mieux, mais il faut pas oublier d'où on vient, et grâce à toutes ces femmes qui ont marqué nos parcours et qui font qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on est dans un parcours qui est plus facile et qui est de plus en plus facile, même si il y a encore des batailles, mais le retour en arrière est encore beaucoup plus, il est toujours très très vite. Faut pas oublier quoi. Anne, on va passer au questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Quel est votre dernier coup de cœur food? Coup de cœur food. Donc ça peut être un restaurant, ça peut être un plat, ça peut être un livre. L'huître. Les huîtres, en fait, je ne mangeais pas d'huîtres. Ah. Jusque il y a 1 an. D'accord. Et j'ai goûté. Parce que j'étais sur une vision d'enfant. Ouais. J'étais dégoûtée par les huîtres. Je sais pas, et puis j'ai goûté. Et j'ai trouvé que j'ai trouvé des goûts, une palette de goûts et d'arômes que je connaissais pas. Et c'est devenu obsessionnel. Donc depuis 1 an, toutes les semaines, je mange des huîtres. Donc là, avant de venir vous voir, j'ai mangé une 12aine d'huîtres à côté. Là, parce qu'il y a un restaurant d'huîtres qui s'est ouvert. Ah, est-ce que vous pouvez nous donner le nom? Alors je ne saurais pas le prononcer, c'est Ostrière. Oui. Et c'est rue Notre-Dame de Nazareth. Quel plat résumerait le mieux votre enfance? Les crêpes. Les crêpes, bien sûr. Les crêpes. Et parce que ma mère était bretonne, et parce que mon père était crêpier. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié? Je suis très gourmande, donc il y en a plein. Mais je suis quand même fascinée par ce qu'on arrive à faire dans des grands restaurants gastronomiques. J'ai eu la chance de manger chez Jean-François Piège, et à la fois ce qu'il y avait dans l'assiette, les choix des produits, l'association et le service qui est chorégraphié comme un ballet, ça m'a subjuguée. Je me dis, c'est vrai que c'est un investissement, parce que je suis allée aux ambassadeurs il y a une 10aine d'années, quand il était encore chef, et quand j'y repense, c'est encore une féerie. Donc c'est un peu comme si j'avais investi dans un rêve. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Donc plus les huîtres. Le lait. Ah. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine? Des œufs. Toujours. Pour faire des crêpes. Et pour faire les crêpes. Ouais. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison? Je ne vous dirai pas les crêpes, mais vraiment le pot-au-feu, c'est le plat
J'aime beaucoup quand je reçois faire ces plats en marmite, mais le pot-au-feu, je trouve que ça fait l'entrée, ça fait le plat, et dans le pot-au-feu, j'ajoute des grains de café. Ah, ça donne un petit goût, ça. Quelle super astuce. Ouais. Et quand vous êtes en cuisine en train de faire votre pot-au-feu, qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce qu'il y a une bande son, de la musique, la radio ? Non, rien du tout. En fait, je me concentre. En fait, le fait de cuisiner me permet de me mettre dans une bulle. Et je ne pense à rien que la découpe, les aliments et ce que ça va donner. Je goûte. Je suis dans une bulle de concentration. En fait. Quel serait le restaurant de votre vie s'il n'en restait qu'un ? Ça peut être un grand restaurant comme un bistrot. Mais ce serait plutôt justement un bistrot, quoi. C'est vraiment le bistrot, le restaurant. Ça serait le bistrot d'à côté où j'ai des souvenirs à la fois quand on voyage ou le petit resto d'à côté qui est là depuis des années avec des produits hyper simples, une gamme super restreinte mais avec des bons choix de produits, quoi, des choses. La bonne cuisine, en toute simplicité. Et est-ce qu'il reste un restaurant que vous rêveriez de découvrir ? Que j'aimerais découvrir ? Ouais. Non, il y en a pas qu'un, il y en a plein. Il y en a plein, ah oui, il y en a plein. J'aimerais pouvoir... j'aimerais bien aller à l'Espérance quand même. Ouais, Vézelay, Saint-Pierre-en-Vézelay. D'accord. Ça, ouais, ça c'est parce que c'est un restaurant dont j'ai entendu parler. Mes parents rêvaient d'y aller, ils n'ont pas eu la chance d'y aller, et ouais, okay. Ça serait voilà. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode du podcast ? Apollonia Pollan. Ah, ça serait avec grand plaisir. Merci beaucoup Anne Caron. Merci. À très bientôt. Un grand merci à Anne Caron pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.